live aujourd'hui sur le sujet du spermogramme, comment l'interpréter. Donc je vais avoir comme chaque mois donc Virginie et Adva de chez Fertiline qui vont venir vous expliquer tout ça, savoir bien interpréter son spermogramme et voilà, voir un petit peu ce qu'on peut y faire. Donc j'espère que ce sujet vous plaira, peut-être qu'il y aura des hommes ce soir avec nous. En tout cas, n'hésitez pas après à montrer le replay de ce live du coup à votre compagnon, ça pourra certainement le rassurer ou répondre à ses questions. Alors c'est bien, en fait c'est la première fois ce soir qu'on va parler d'un sujet masculin Tout dans à fait. live et je trouvais assez cool en fait de passer à cette étape parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire et puis malheureusement on n'en dit pas assez, on laisse trop les hommes tranquilles en fertilité alors que finalement les critères Ouais. assez important, assez essentiel et surtout même quand on dit les choses, souvent on va pas très loin dans les analyses et moi je vois beaucoup de spermogrammes qui sont hyper mal interprétés, c'est-à-dire qu'on a une interprétation de l'examen qui est hyper superficielle et finalement on va pas chercher les critères de fond et on a de fond, on n'a pas une bonne compréhension. Et ça, c'est ultra dommage parce qu'en fait, un spermogramme, c'est un nid d'informations. Il y a beaucoup de choses et souvent, on va se baser que sur quelques petites informations. Et ces quelques petites informations vont pas être suffisantes pour pouvoir aller, en fait, impulser des changements et puis créer... Ouais. Voilà, et surtout que souvent, quand il y a une infertilité inexpliquée, justement, comme on ne pousse pas les investigations au niveau du spermogramme, on incrimine très souvent les ovocytes de la femme, parce que finalement, on ne peut pas connaître la qualité des ovocytes de la femme, même si c'est idem pour l'homme. Hein. Et c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de charges d'infertilité sur la femme et ça, c'est pas juste parce que, on le répète souvent, hein, mais un bébé, ça se fait à deux. Et puis quand on optimise d'un côté, c'est essentiel d'optimiser de l'autre. On va augmenter tout le succès de côté. Et voilà. on donne souvent au spermatozoïde un rôle très limité et c'est pas le cas. Le spermatozoïde amène la moitié du potentiel génétique, la moitié du potentiel de développement aussi de l'embryon. Parce qu'en fait, dans le développement d'un embryon, pour toutes celles qui sont déjà passées en FIV, vous avez vu que sur les FIV, on a différentes phases de développement embryonnaire. Il y a le J0, J3 qui est une phase qui dépend du potentiel féminin plutôt, et le J3, J6 va plutôt dépendre du potentiel du spermatozoïde. Donc en fait, on a quand même des phases entières sur le développement embryonnaire, le développement précoce qui vont dépendre entièrement en fait de la dynamique du spermatozoïde et du potentiel énergétique du spermatozoïde. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser ce critère-là au hasard et notamment dans des situations spécifiques. Alors les situations spécifiques, c'est par exemple les défauts de développement embryonnaire, dans les fausses couches très précoces, dans les problématiques aussi d'organogénèse. Un embryon qui a un cœur qui s'arrête, qui peut avoir des malformations, un œuf qui devient... On doit vraiment se poser la question de où on en est en fait au niveau du spermogramme parce que souvent on va attribuer ça à des critères féminins, par exemple à des critères d'ovocytes parce qu'on ne peut pas les évaluer finalement et hyper dommage parce que du coup on écarte en fait le côté spermatozoïde alors que ça pourrait être en fait largement amélioré et qu'on devrait largement l'améliorer pour améliorer le potentiel de conception. Donc il y a vraiment des situations dans lesquelles il faut se poser des questions et déjà à la base, quand la fertilité naturelle ne fonctionne pas, la première étape c'est de considérer le dossier de la femme, le dossier de l'homme, la corrélation entre les deux et puis de tout optimiser de partout. Nous c'est ce qu'on fait dans un premier temps. C'est pour ça qu'il y a au départ, voilà, on nous demande. C'est vrai que quand on a lancé les programmes Fertiline, on donnait le choix, soit la femme, soit l'homme, soit en couple. Voilà, on voulait que ce soit le couple, donc c'était moins cher si on prenait les deux d'un coup. Et puis finalement, on a décidé d'arrêter ce système parce que pour nous, c'est très important d'accompagner les couples parce que l'amélioration se fait vraiment à deux. Et si nous, en nous disant j'ai fait un programme Fertiline, j'y arrive pas, mes ovocytes, enfin mes embryons ne se développent pas, etc. Il y a la moitié qu'on ne gère pas. Donc voilà. Donc clairement, et même justement, Virginie va nous en parler tout à l'heure, quand le médecin dit, parce qu'on a souvent nous des couples qui viennent vers nous, non mais le spermogramme. Puis après, quand on l'analyse, oui, il est pas si bon que ça, quoi. Donc
parler. Et c'est vrai que voilà, ça vaut vraiment la peine de le travailler. Et même quand le spermogramme est bon, il y a toujours un potentiel d'amélioration. Oui. Voilà. Donc, il y a toujours de quoi faire. Et c'est vrai que relevez bien les critères qu'on va évoquer quand même sur ce live au niveau du spermogramme, parce que il ne faut pas oublier que dans un spermogramme, vous avez des critères qui sont souvent des critères de médecine de la reproduction, puisque c'est la médecine de la reproduction qui fait des spermogrammes en réalité. Et des critères de médecine de la reproduction ne sont pas forcément des critères de fertilité naturelle. Je donne un exemple, c'est que, par exemple, si vous avez un spermogramme sur la classification de Kruger, où on demande une typicité au moins de 4%, eh bien, cette typicité de 4%, en gros, elle permet de choisir seulement si on va en FIV-ICSI ou en FIV-IMSI, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire si on un spermatozoïde, le mettre dans un ovocyte, dans un ovule, ou si on laisse une fécondation naturelle. IMSI, c'est pas naturel. Hein. En FIV. IMSI, oui, c'est ah, non, pardon. Oui, IMSI, c'est plus fécondation naturelle ou ICSI. Ou IMSI, oui, encore un step plus loin. Exact. Et en fait, on reste sur des critères de PMA. C'est-à-dire que, par exemple, un spermogramme de classification Kruger sur une fertilité normale, on devrait avoir une typicité qui devrait être au moins autour des 14%. Et donc, le 4% n'est pas suffisant. Et quand un PMA va avoir 4%, il va vous dire « Ah, mais c'est tout bon, on est au-dessus des critères, on est au-dessus de la norme. La norme de PMA, uniquement la norme de PMA. On n'est pas dans une norme de fertilité naturelle. Et cette norme-là, qui est une norme de médecine de la reproduction, on ne doit pas s'en contenter si on vise en fait quand même une conception naturelle, parce que malgré tout, même si on est en fait dans une perspective de PMA, rien n'empêche d'améliorer tous les critères et de se dire peut-être qu'entre les cycles de PMA, entre les cycles de stimulation, entre les cycles d'intervention, une bonne surprise, c'est ça. Même c'est tout jamais. Voilà, et même pour la PMA, même si le spermogramme est suffisant au niveau de la classification, parce que justement le biologiste va sélectionner un spermatozoïde qui a l'air de nager bien, qui a l'air d'avoir une bonne forme, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'au niveau de l'ADN, il soit bon. Donc, c'est ça, voilà, ils ne voient pas à l'intérieur, oui. Parce que souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais c'est bon, de toute façon, on est en FIV-ICSI, donc le biologiste va sélectionner un bon spermatozoïde. » Non, mais il va sélectionner celui qui a l'air bon, mais c'est comme les embryons. Bien qu'il y a des J5 qui ont... Mais on ne sait pas qu'il y a au niveau de l'ADN, on peut juste faire un diagnostic préimplantatoire, un screening préimplantatoire pour savoir s'il est bon ou pas. Et pour les spermatozoïdes. Et puis juste à la base, il faut comprendre que la spermatogénèse, on part d'une cellule qui va se diviser en millions de cellules. Donc si par exemple sur ces millions, ces mêmes dizaines de spermatozoïdes, on en a 4% qui sont bons, ils sont tous partis de la même cellule, ils sont tous partis du même... Donc, si on a 96% pas bons et seulement 4% qui sont bons, ça veut dire que globalement, les 4% qui sont bons, ils ont eu un peu de chance de se développer normalement. Mais en fait, c'est la réalité. Mais ça ne nous indique pas que l'ADN est de bonne qualité. Ça en est beaucoup plus avec une typicité normale. Donc, à partir de typicité, je pense qu'il ne faut pas simplement se conforter avec le fait d'aller sur une FIV-ICSI. Il faut vraiment un travail de stabilisation justement de l'ADN spermatique en fait, et des critères spermatiques. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que on sait maintenant, il y a beaucoup d'études qui sont faites, alors notamment une étude suisse qui vient de sortir, ça fait déjà 2-3 ans, mais voilà, où on voit que la qualité des spermatozoïdes a vraiment baissé. Justement, tous les critères ont baissé en quelques années, c'était en 20 ans, c'est ça. Et sur les jeunes, sur qui ont autour de 18 ans. Donc ça veut dire que vos conjoints, même si leurs spermogrammes sont OK, normaux, on sait que tout le monde, ça a baissé, on le sait pourquoi. La nutrition, le stress, les perturbateurs endocriniens, on travaille en fait dans les programmes. Donc laisser ça au hasard, c'est un peu comme jouer au loto. Hein. Voilà. OK, donc... Est-ce que tu veux que je parle de l'aspect psychologique? Alors oui, je pense qu'on voulait juste aborder un petit plan quand même psychologique sur l'aspect du spermogramme. Parce que je te laisse en parler, Adva. Voilà. Alors bon, c'est juste une idée, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression, monsieur, le spermogramme, c'est le côté facile. Les femmes, on doit faire plein d'examens qui sont douloureux, invasifs, enfin tout ce qu'on veut. Lui, monsieur, il a juste, et souvent on l'entend, juste à donner sa. C'est pas difficile, entre guillemets. Par contre,
pense que ce juste, il faut peut-être le minimiser un petit peu en se disant que c'est pas juste ça. Alors déjà une chose, c'est se dire que monsieur, il doit aller dans un laboratoire. Souvent, c'est des endroits pas très accueillants, pas très chaleureux, où on lui dit, monsieur, vous avez 10 minutes ou 5 minutes pour faire ce que vous devez faire par une personne qui n'est pas très aimable. Et monsieur, il a beaucoup de pression. Donc c'est vraiment le rassurer, se dire ben voilà, c'est pas juste ça, c'est pas si facile que ça d'aller donner son sperme à un moment donné, de se dire, tout un coup dans une pièce, voilà, se mettre en circonstance, se dire il va dans une pièce, il doit sur commande jouir en fait. Donc c'est pas si facile. Il y a aussi un cas dont on peut parler, c'est que c'est une illustration qui est fausse, mais souvent les hommes, ils voient la qualité de leur spermogramme comme un reflet de leur masculinité. Voilà. Oui. Et que de faire un spermogramme, ils pourraient voir qu'ils sont moins masculins, entre guillemets, qu'ils croient l'être. Donc moi j'ai eu le cas de quelqu'un qui a fait dans le passé un spermogramme qui était pas top et qui maintenant rechigne à faire un nouveau spermogramme parce qu'en fait il ne veut pas voir la situation. Sa femme, sa conjointe a l'impression que ben voilà, il prend pas le temps d'aller faire son truc et que c'est facile. Mais lui dans sa tête il se dit mais je vais me mettre face à une réalité et peut-être que cette réalité, ben, je ne souhaite pas la voir, être confrontée à cette réalité. Donc juste peut-être se dire ben, on va en que ça comment ça se passe, comment on peut améliorer cette étape-là, mais je pense d'en parler et d'avoir cette communication dans le couple en disant écoute je comprends, c'est une étape, comment tu te sens par rapport à ça, qu'est-ce que ça te fait pour toi, enfin l'accompagner, pas juste lui dire bah écoute t'as juste à faire ta petite affaire puis c'est bon. C'est vrai. On réagit pas forcément toujours très bien, ouais. Peut-être accompagner monsieur. Et puis, une chose qui peut être faite dans le cadre d'une PMA, mais après, ça doit être discuté avec le médecin, c'est de se dire, parce que c'est vrai que le jour J, admettons que c'est une FIV, lui, il a beaucoup de pression le jour J, il doit se dire, moi, je dois être, ce jour-là, je dois être efficace. Ouais. Et se dire, diminuer cette pression, faire une congélation en amont, peut-être un mois avant. On sait que le sperme peut être congelé de manière assez qualitative s'il n'y a pas de gros. Des fois, il faut du sperme. Et de se dire, ben, comme ça, le jour J, on préfère toujours le sperme frais quand même, le jour J, il y a toujours le sperme de secours. Si jamais... Ouais. Ça lui met, en fait, au final, quand même un petit peu moins de, un petit peu moins de pression. De pression, ouais. Stress, ça c'est clair. Voilà. Il y a aussi... que je voulais aborder, c'est que, et ça c'est important dans le sujet spermogramme, c'est que c'est vrai que le spermogramme, c'est l'examen de base en fertilité masculine. Souvent, il n'est pas réalisé tout de suite, il est réalisé de façon trop tardive. Même si c'est 3 mois, 6 mois après les premiers examens, c'est trop tardif. On perd du temps d'action à partir du moment où vous entrez en fertilité, en consultation d'infertilité, en PMA, il faut immédiatement réaliser un spermogramme. C'est pas une étape suite, en fait. C'est vraiment... partie du bilan de base et des premières étapes, vous devez prendre en considération la situation totale de chaque personne du couple. Au-delà de ça, moi je vois des couples qui font des temps, par exemple, de PMA pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis au bout d'un moment on se pose la question, parce que le spermogramme est dégradé, on se dit bon ben tiens, faudrait peut-être faire une consultation en andrologie ou en urologie. Et là, on trouve par exemple une varicocèle qui doit être réduite, qui doit être traitée, et on a perdu 5 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut bien comprendre aussi que la médecine de la reproduction n'est pas une médecine de la fertilité masculine. La médecine de la fertilité masculine, c'est l'andrologie. À partir du moment où il y a une problématique en fait d'infertilité, orientée le plus rapidement possible, quand même, votre conjoint vers un andrologue pour que tous les contrôles nécessaires soient faits. Probablement que vous allez faire des contrôles pour rien, et vous savez que chez les femmes, on fait beaucoup ça. Pourquoi ne pas faire chez l'homme si ça permet de gagner du temps et justement des causes importantes, parce que c'est très pénible quand on se retrouve au bout de plusieurs années avec des problématiques comme une varicocèle qui n'est pas traitée, qui doit être traitée, on va programmer une chirurgie, et puis ça prend 3 mois, et puis après la chirurgie, il faut encore attendre 3 mois. Vous perdez finalement 3 ans, 4 ans facilement dans ce genre d'histoire. Et si vous commencez votre projet de PMA à 35 ans, ben vous avez fini les investissements à 40 ans, quoi. Du coup, aussi, faire attention
On parle beaucoup de dosage dans les précédents live, on a parlé de dosage. C'est vrai que aussi on retarde souvent les dosages chez les hommes, le gène MTHFR, l'homocystéine et autres. Et on voit justement des gens qui vont en PMA des échecs avec des taux d'homocystéine super hauts. Et là, c'est testé avant. Donc voilà, on vous invite à revoir les lives précédents sur Et souvent, on dit que c'est aussi pour les hommes. Enfin, voilà, on en parle aussi pour les hommes. Voilà. Et donc, premier conseil, le spermogramme dès le début et consultation andrologie dès le début. Parce qu'il vaut mieux consulter pour rien, mais avoir vraiment été critères plutôt que de passer à côté d'un truc qui pourrait quand même changer votre réussite, quoi. Donc, ça, c'est important. Alors maintenant, attaquons sur le spermogramme. C'est le sujet du jour quand même. Donc, en gros, déjà, pour faire simple, on a 2 types de classification dans le spermogramme. C'est pour ça que là, je vais vous donner des indications, genre typicité, mobilité, tout ça. Mais il existe 2 types de classification. Celle qui est la plus utilisée maintenant, c'est la classification de Kruger. Et il y a encore une autre classification qui est utilisée, qui tend un petit peu à disparaître, qui est la classification de David. Et en fait, ces classifications n'ont pas les mêmes critères, notamment sur la typicité, c'est-à-dire la forme des spermatozoïdes et les anomalies, le comptage des anomalies. Donc, par exemple, sur la classification de Kruger, on va avoir une typicité qui doit être au minimum au-dessus de 4%. Et sur David, il faudrait être au-dessus de 30%. Ce n'est pas le même type, en fait, de... C'est écrit ça sur les spermogrammes, le type que c'est? Vous avez toujours classification de David ou classification de Kruger. Vous avez toujours ça. Et en plus, sur le spermogramme, vous avez aussi les normes. Donc, vous fiez en fait à ces normes, mais en faisant attention à une chose quand même, c'est que les normes restent des normes de PMA, de médecine de la reproduction. C'est-à-dire que la norme de PMA, c'est le minimum du minimum de ce qu'on devrait avoir. Frôler le bas de la norme, c'est pas ça qu'on attend. C'est vraiment avoir des critères qui sont bien au-dessus. Donc, par exemple, sur un Kruger, qui est le spermogramme le plus utilisé, en fait, la classification la plus utilisée, la typicité doit être au moins à 4%, mais au moins à 4%, ça nous assure 2 bons critères en médecine de la reproduction. Ça ne nous assure pas de bons critères de fertilité naturelle, parce qu'en réalité, au-dessus de 4%, on a un potentiel de fécondation qui est à peu près de 20%, c'est assez peu, alors que on passe à 14%, on a un potentiel de fécondation qui va tout de suite au-delà de 70%. Ça devient vachement intéressant. Donc, c'est intéressant. C'est pour ça qu'un effondrement de la typicité dans un spermogramme peut très très vite altérer les critères de fécondabilité, clairement. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, il y a ces 2 classifications et on peut avoir différents défauts du spermogramme. Je pense que ça, vous l'avez vu dans les conclusions. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle une azospermie, c'est-à-dire une absence en fait totale de spermatozoïdes. C'est un critère sur lequel on peut avoir des leviers d'action dépendant de la cause en fait, mais parfois on n'a pas de levier d'action tout simplement parce que la cause est anatomique. C'est-à-dire que le canal le liquide séminal ne fonctionne pas, parce qu'on a une varicocèle trop importante, parce qu'on a eu par exemple une chimiothérapie, parce qu'on peut avoir des critères qui sont trop altérés pour que ça revienne. Et dans ce cas, c'est votre médecin qui va vous dire bon voilà, on ne pourra rien faire, ce sera un don de sperme ou autre. Et parfois, on peut quand même intervenir sur des critères, mais c'est assez rare. Donc, ce n'est pas forcément un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, l'azospermie. Par contre, ce qui est très fréquent, c'est d'autres critères, donc notamment l'oligospermie, c'est-à-dire pas assez de spermatozoïdes en quantité. Et parfois, on a trop aussi. On peut avoir pas assez ou trop, et les 2 posent problème en fait. C'est quoi la norme en millions, du coup, à peu près? Millions, et on va dire que un critère normal, c'est à peu près entre 15 millions et 50-60 millions. Quand on commence à augmenter trop la quantité de spermatozoïdes par millilitre de sperme, le problème, c'est qu'on a finalement des spermatozoïdes qui perdent en mobilité. Parce que vous imaginez, vous avancez pas de la même façon que vous êtes dans une foule avec 10 personnes que dans une foule avec 10 personnes. Donc, eux, c'est pareil. S'il y a trop de sperme, on a des problématiques derrière de mobilité et surtout, ils se tapent en fait les uns les autres, ils s'abîment et ils vont perdre en typicité. Et d'ailleurs, vous comprenez que quand on perd en typicité, quand on a de moins en moins de spermatozoïdes normaux, on augmente la quantité de spermatozoïdes. C'est un phénomène qui est assez naturel, c'est probablement un phénomène de compensation, en fait, et ça aggrave le problème parce qu'en fait, ils se tapent de plus en plus, et
moins en moins typiques. Et donc ça, souvent, ça nous donne des critères de sperme qui sont très peu fécondants parce qu'on a énormément de masse de spermatozoïdes, puis sur toute cette masse, on a très peu qui sont normaux et les pauvres qui sont normaux, ils n'arrivent même pas à avancer en réalité. En fait, c'est pour ça qu'il faut, dans ce cas-là, par exemple, de donner de la maca, ce serait une super mauvaise indication parce que ça augmenterait la quantité et finalement, ça va encore poser problème parce que les pauvres normaux, ils sont plus paumés qu'avant, quoi. C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention. Nous, on dit souvent dans la fertilité féminine, attention, c'est pas les mêmes conseils pour l'un ou pour et les hommes, c'est pareil. Si vous avez un sperme qui est très concentré en spermatozoïdes, il y a des compléments qu'il ne faut pas donner parce que vous allez aggraver effectivement le problème. Si vous voulez améliorer la mobilité de vos spermatozoïdes, en réalité, il faut leur laisser de la place. Il faut faire en sorte que le liquide séminal soit hyper fluide et que les spermatozoïdes bien se voir dedans, en fait. Ça va être vraiment ça, les critères à respecter. Et du coup, il faut vraiment avoir une réflexion individuelle sur la problématique. Ça, c'est très important. Donc, oligospermie, c'est effectivement pas assez de spermatozoïdes. Et donc, trop de spermatozoïdes, c'est-à-dire vraiment des quantités. Moi, des fois, je vois des quantités à 100 millions, 200 millions, 300 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Et on est vraiment sur des spermes qui sont très altérés. Et parfois, les gynécologues de PMA ont une vision différente des choses. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, vous avez très peu de spermatozoïdes normaux, mais vu qu'on a énormément, en fait, ça en fait assez. Mais ça en fait assez qui vont faire exploser par les autres et qui vont surtout pas pouvoir avancer. Donc, ce critère-là, il est faux. Il faut vraiment, dans ce cas, surtout ne pas augmenter la masse, mais améliorer les critères qualitatifs, en fait, et améliorer la qualité du liquide séminal. Parce que si en plus de ça, on a un liquide séminal qui est épais et qui n'est pas... Autant vous dire que c'est un chewing-gum, quoi. Donc, vraiment... potentiel. Désolée pour l'image. Mais... non, mais c'est ça. le potentiel là de fécondation, du coup. Donc, l'oligospermie, c'est vraiment le critère pas assez de spermatozoïdes en quantité. Et on estime que pour qu'un sperme soit fécondant, on devrait être au moins au-dessus de 15 millions. Et le critère OMS actuel, c'est plutôt 20 millions, en fait, de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Pas par éjaculat, mais par millilitre de sperme. Ensuite, on a l'asténospermie. Donc, asténospermie, asthénie, c'est quand les spermatozoïdes sont fatigués. C'est quand on a des critères de vitalité, de mobilité qui sont diminués, qu'on a des spermatozoïdes qui ne bougent pas beaucoup, qui ne vont pas progresser très vite, qui sont un peu lents, en fait. Et du coup, un bon potentiel de fécondation. Et quand asténospermie, donc là, évidemment, il faut augmenter leur vitalité, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient plus d'énergie, que les flagelles bougent beaucoup plus vite, séminal soit aussi beaucoup plus fluide. Il faut augmenter vraiment tous ces critères-là. Et si on doit donner aussi une recommandation en PMA, si on a une mobilité qui est altérée, le fait de trier par exemple le sperme dans une insémination et d'aller l'injecter directement dans l'utérus, en intra-utérin, évidemment, ça leur fait gagner de la distance. Donc, ça peut être un élément aussi améliorant, clairement. Après, on peut avoir donc de la tératospermie. La tératospermie, donc quand on parle de térato, quand on est tératogène, ça veut dire tuer, en fait, ça veut dire tuer, en quelque sorte. La tératospermie, c'est quand on a des défauts de typicité. On n'a pas assez de spermatozoïdes normaux. Donc, notamment sur un Kruger, sur une classification de Kruger, ce sera en dessous de 4%. Sur une classification de David, ce sera en dessous de 30%. À savoir que les derniers critères de l'OMS, qui sont des critères classification de David, sont établis sur 5%. C'est-à-dire qu'on estime quand même qu'une fertilité normale, c'est au-delà de 50% de spermatozoïdes typiques sur un critère de David. Et alors, je vais voir des tonnes et des tonnes de spermogrammes dans les consultations. Je vois rarement quand même des David au-dessus de 50%. Je vois rarement des Kruger au-dessus de 14%. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui au niveau de la qualité du sperme et de la typicité. D'accord, ouais. Je suis quasiment pour... Honnêtement, des hommes qui avaient pour moi, je ne parle pas de la PMA, je parle des critères optimaux au niveau des spermogrammes, je peux vous le dire, j'en ai vu 3 jusqu'à maintenant. J'en ai vu 3. Alors 3 initialement, parce qu'après parfois on les a pas optimaux, puis on les voit optimaux 3 à 6 mois après, parce qu'on a que ça bouge. Mais initialement, des hommes qui sont arrivés dans les consultations, et vous imaginez que j'en vois beaucoup de couples en situation d'infertilité. J'en ai vu 3, des hommes qui sont arrivés en consultation avec des critères qui me semblaient... donc c'est quand même assez rare.
Après, on peut avoir donc des choses qui sont un peu plus rares, par exemple les hypospermies, pas assez de sperme, pas assez de quantité de sperme par éjaculat, la spermie, l'absence de sperme, l'absence aussi de l'éjaculation, qui sont vraiment des problèmes en fait là pour lesquels vous devez consulter des spécialistes de la fertilité masculine. Là, ça demande une intervention justement d'un andrologue et ça va être très important. Et on peut avoir l'OATS, l'oligo-athénospermie. Donc là, c'est des spermatozoïdes qui sont en fait en insuffisance et puis qui sont super fatigués, qui bougent pas trop. On a des termes cumulés. Hein. Des fois, on se retrouve avec oligo-térato-spermie. Oligo-tératospermie. Et donc là, plus le mot est long, moi c'est bien. Pas top. En général. Alors on en rigole, mais c'est pas drôle. Mais par contre, ça s'améliore, bien évidemment. Et alors ça, vous connaissez un petit peu tous ces critères, on va en parler, puis on va voir aussi un petit peu comment les influencer. Maintenant, moi, je voulais vous parler d'autres choses qui sont moins connues et qui sont ce que j'appelle moi les défauts cachés du spermogramme. Parce que quand on voit un spermogramme, en général, on lit la conclusion, puis en fonction de la conclusion, on se fait une idée. Mais la conclusion ne dit pas tout. Vous avez des critères dans un spermogramme que vous devez absolument observer. Un des premiers critères qu'on regarde jamais, c'est les agglutinats. Vous avez vu dans les spermogrammes, agglutinat, absence ou présence d'agglutinat. Vous avez des critères de viscosité du sperme. Ça, c'est très important parce que si vous avez un sperme avec des agglutinats, ça veut dire qu'il y a probablement une infection du sperme. Ça veut dire qu'il y a un problème qui fait qu'on a des cellules immunitaires qui sont mis là et puis qui créent en fait des espèces de blocs de spermatozoïdes altérés comme ça. Et c'est quand même un indicateur de potentielle infection du sperme qu'on doit clairement régler parce que sinon ça veut dire que les spermatozoïdes vont s'altérer et vont perdre justement. Donc agglutinat, attention. Leucocytes, souvent dans les spermogrammes on voit des leucocytes, enfin souvent, parfois on en voit. Et là pareil, en fait souvent on relève pas cet indicateur. Les leucocytes, ce sont des globules blancs. Il n'y a aucune raison des globules blancs dans du sperme parce qu'en réalité, il n'y a pas d'activité immunitaire dans le sperme. Si on a une activité immunitaire, c'est qu'il y a une infection. Donc, même concept. Autant on vous parle souvent de l'immunité chez la femme et chez l'homme, on ne les pas non plus. Hein, quand il y a des... Et le problème de l'infection, c'est au niveau de la femme. C'est que ça va créer une réponse immunitaire. Et oui, une réponse au niveau de la... Ouais. Alors non seulement, en fait, et puis la qualité des spermatozoïdes. Et la qualité. En fait, une infection au niveau du sperme, qu'elle soit bénigne ou pas, parce que quand je dis infection, tout le monde s'imagine le truc hyper... Oui, c'est pas... Oui. Bénigne, une infection bénigne, c'est même combat. Par exemple, dans les infections bénignes, vous avez un truc tout bête qui s'appelle les uréaplasmas. Les uréaplasmas, c'est des choses qu'on ne traite pas en fait en gynécologie parce qu'on les considère comme des infections bénignes. Mais n'importe quelle infection, qu'elle soit bénigne ou non, va créer une activité immunitaire. Et l'immunité, qu'est-ce qu'elle sait faire, notre immunité ? Elle sait créer de l'inflammation, créer de l'oxydation. Et donc, du coup, ça altère les spermatozoïdes. Ça, c'est le premier effet d'une dans le sperme. Et le deuxième effet, c'est que ces bactéries-là, elles vont aller stimuler l'immunité au niveau de l'endomètre. Et on en a parlé plein de fois chez la femme. Et au niveau de l'endomètre, elle doit être au calme, en fait, pour qu'un embryon puisse s'implanter. Donc, si vous avez en permanence, en fait, un sperme qui va stimuler l'immunité, ça va devenir problématique. C'est pour ça que si on a une d'infection au niveau du sperme, on doit les régler. Ça, c'est super important. Donc, il faut faire attention aux infections. Dans les spermogrammes, pensez à demander aussi des bactériologies. Parce qu'il faut... Oui. Il y a une infection justement à mycoplasme, à uréaplasma. En fait, on peut avoir des infections qui sont bénignes. Et dans ce cas-là, ces infections qui sont bénignes, il faut les traiter, pas forcément avec des antibiotiques médicamenteux, mais avec des antibiotiques naturels, par exemple. Ça marche très, très bien. Et puis, ça permet en fait d'améliorer quand même la qualité du sperme. Après, un autre indicateur qui fait partie des défauts cachés, c'est ce qu'on appelle l'indice d'anomalie multiple. Je pense que vous avez déjà vu ça. Non ? Ouais, ça me dit rien, mais... Okay. Tout le monde va sortir les ce soir. Ouais, c'est clair. Alors, attends, chérie, redonne-moi ça. Analysons. Donc, en fait, quand on a un spermogramme, on a le critère typicité, spermatozoïde typique, enfin, quantité de typique, quantité de non typique, d'atypique. Et en fait, on va avoir un espèce de listing du type d'anomalie.
Et dans le type d'anomalie, vous pouvez avoir des anomalies de la tête. Donc la tête, c'est la tête. Elle est produite en tout début de spermatogénèse. Donc quand on a des anomalies de la tête, on sait qu'on va passer 3 à 4 mois à améliorer un spermogramme. On peut avoir des anomalies des flagelles. Si c'est que, entre guillemets, une anomalie des flagelles, ça va être très rapide parce que c'est la fin de la spermatogénèse, la flagelle. La flagelle, c'est la... Ouais, d'accord. On peut avoir des anomalies de la pièce intermédiaire. C'est la pièce qui relie la tête et la queue, mais qui est très importante dans l'énergie produite par le spermatozoïde. Ou on peut avoir des anomalies de l'acrosome. L'acrosome, c'est le bec, en quelque sorte, du spermatozoïde. Et qui... On va les voir différemment, les spermatozoïdes ce soir. à fond dans les spermatozoïdes de féconder, en fait, l'eau. Oui. Et donc, si on a des anomalies de l'acrosome, c'est plutôt quelque chose qui va se créer en fin de spermatogénèse, donc on sait qu'on peut l'améliorer rapidement aussi. Donc, en fait, le type d'anomalie, beaucoup d'indications sur le temps qu'on va mettre à améliorer le spermogramme. Et dans combien de temps on peut se représenter en PMA avec un spermogramme amélioré. Mais c'est souvent 3 mois, quoi, finalement. Alors, c'est la spermatogénèse entière, c'est ça? C'est 2 mois et demi. Et par exemple, quand on a des anomalies de la tête, vu que là, on sait qu'on est vraiment sur la base de la spermatogénèse et que souvent, il va falloir stabiliser l'ADN, on compte facilement 4 mois quand même. On compte facilement. Oui, ouais, d'accord. Que la complémentation commence à restructurer l'ADN. Puis il n'y a pas que la complémentation, il y a l'alimentation, il y a plein d'aliments qui sont hyper importants et plein d'équilibres qui sont hyper importants pour que l'ADN soit stable en fait. Parce que prendre juste des compléments alimentaires, si on n'enlève pas les aliments qui ou posent si on problème, n'ajoute pas, bah, ça va pas servir à grand chose. Voilà. Et en fait, quand je vous parlais d'indices d'anomalies multiples, attention, ça se complexifie, vous allez avoir une tête comme ça à la fin. Index d'anomalies multiples. Donc, un spermatozoïde, il peut avoir une seule anomalie, genre juste la tête, juste la flagelle, ou il peut avoir plein d'anomalies, lui. Un tout seul peut avoir la tête déformée, pas d'acrosome, et puis une flagelle cassée en deux, en gros, ou en coup. Et l'indice d'anomalie multiple va nous indiquer sur la quantité d'anomalies par spermatozoïde. Et quand cet indice est très élevé, parce que souvent on ne regarde même pas ce truc-là, en fait, il n'est même pas interprété en PMA. Quand on a des spermatozoïdes qui ont des anomalies multiples, ça veut dire qu'ils sont hautement déformés. Et souvent, c'est quand même un indicateur que là, l'ADN est dans un super mauvais état. Parce qu'un spermatozoïde a un ADN instable, il va réussir à développer rien, en fait. Il va mal développer sa tête, il va mal développer son acrosome, il va mal développer ses flagelles, il va tout mal développer. Et du coup, un indice d'anomalie multiple assez élevé, en fait. D'accord. Et dans ce cas, sur le spermogramme suivant, ou même dans plein de cas, en fait, d'aller analyser en fait la fragmentation de l'ADN spermatique ou la décondensation, ou les deux en général en même temps, et la décondensation de l'ADN spermatique. C'est-à-dire qu'on va prendre des spermatozoïdes, puis on va aller analyser l'état de leur ADN. Est-ce que leur ADN est fragmenté? Donc un ADN fragmenté, c'est un ADN qui est cassé. Il faut imaginer que votre spermatozoïde, c'est comme un carton, en gros, puis vous avez de la vaisselle à l'intérieur, et votre carton, il est nickel. Puis la vaisselle à l'intérieur, elle est en 1000 morceaux. Et ben on peut avoir ça. On peut avoir des spermatozoïdes qui sont bien, et à l'intérieur, clac, 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 tout est cassé, l'ADN est fragmenté. Et décondensation, c'est simplement que l'ADN, c'est un brin comme ça qui va se fermer, s'ouvrir pour se copier, se refermer, se rouvrir pour se copier. Il est vachement élastique en quelque sorte. Et quand il est décondensé, c'est comme si votre élastique, on avait trop tiré dessus, puis il est tout flat, capable en fait de reprendre sa forme initiale, ni de prendre une forme pour se copier. Donc il est foutu en quelque sorte. Et du coup, cet ADN qui soit fragmenté ou qui soit justement décondensé, finalement va poser problème parce que ça veut dire que si ce spermatozoïde qui a un ADN fragmenté féconde un ovocyte, le potentiel de développement de l'embryon il est quand même très limité parce que l'ADN n'est pas stable. Donc peut-être dès les premières divisions ça va casser et puis la division va s'arrêter, le développement embryonnaire va s'arrêter, ou peut-être plus tardivement. En fait, le fait que l'ADN soit en mauvais état, ça va ralentir le développlement embryonnaire. Puis on va avoir un embryon qui se développe, mais tout doucement, qui va prendre du retard. Et à force de prendre du retard, au bout d'un moment, il va arrêter son... Donc c'est vrai que dans les critères du spermogramme, il y a ce qui est écrit dans les grandes lignes, puis vous avez les petites lignes aussi. Il faut savoir aussi lire entre les lignes et voir un petit peu comment on peut gérer telle chose, quoi.
Donc, Mm. aussi de fragmentation et puis de décondensation. Alors, notamment la fragmentation de l'ADN. Le taux de fragmentation est trop quand il est au-dessus de 35%. C'est un nouveau critère. Avant, il était plutôt à 15%. Dans l'idée, on veut plutôt l'amener en dessous de 15%. Parce que si vous avez des d'ADN fragmenté, c'est pas top quand même. Hein. Ça veut dire que vous avez 35% des spermatozoïdes qui ont un ADN cassé. Donc, ça laisse peu de potentiel de fécondation. Et puis pour la décondensation, la norme, elle est en dessous de 25%. Mais plus c'est bas, mieux c'est. Moi, ce que j'aime voir, d'autres fragmentations et de décondensation qui sont même en dessous de 10% en fait. Ça me paraît normal. Il faut comprendre aussi la façon dont les normes sont faites pour toutes les analyses biologiques. C'est que on prend une population de 10 000 personnes, on regarde les résultats et on fait une moyenne. Oui. Vu qu'aujourd'hui, tous les spermogrammes sont en train de baisser, ben en fait, les normes, elles sont en train de baisser aussi. Voilà. Mais que la fertilité baisse avec. Oui. Et on sait qu'il y a de plus en plus de problèmes de fertilité, donc ça va dans le même sens. Et par extension, on peut imaginer que ce soit la même chose en fait au niveau des ovocytes. Parce que tout parle finalement, mais on ne peut pas analyser en fait les ovocytes. Et les critères du spermogramme aussi vont permettre de déterminer quel protocole on va suivre en PMA. C'est là-dessus, c'est un des indicateurs que les médecins vont utiliser pour choisir si vous allez aller en FIV ou plutôt en insémination. C'est vrai que quand on a par exemple une typicité qui est très basse, une typicité qui est en dessous de 4%, en général, les médecins ne vont pas vous dire d'aller en insémination parce qu'il y a trop de chances qu'un mauvais, entre guillemets, spermatozoïde féconde et que finalement, on ait un embryon qui n'ait pas de potentiel de développement. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on sélectionne un spermatozoïde, alors on a plus de chances en sélectionnant un spermatozoïde que d'avoir un embryon qui... Mais on n'a pas... C'est pas parce que, comme je disais, regardez cette image du carton hyper... et qui a la vaisselle toute cassée à l'intérieur. C'est pas parce que on sélectionne 1 ou 2 ou 3% des spermatozoïdes typiques que celui-là va avoir un ADN qui sera suffisant pour développer un embryon. En fait, hein. Et puis, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a... Parce qu'on peut faire des choses, voilà. Ouais. Alors, on peut faire des choses et c'est super intéressant de le savoir parce que souvent, encore trop souvent, en PMA, on a ce discours de oui, bon, ben, de toute façon, le spermogramme, il est ce qu'il est, puis on va faire avec, ou on va trier le sperme, ou on va choisir un spermatozoïde. Et en fait, cette réponse-là, elle n'est pas suffisante, encore une fois, parce que le sélectionner ne va pas améliorer le critère qualitatif, en réalité. Ça va juste être une sélection sur des critères visuels, et pas forcément sur des critères d'ADN et autres. Donc, quoi qu'il en soit, il faut améliorer les critères du spermogramme. La première chose très importante et à laquelle on ne pense pas beaucoup, c'est que les spermatozoïdes nagent, en fait, grands nageurs, et en fait, ils nagent dans un liquide qui s'appelle le liquide séminal. Et ce liquide séminal, il a 2 rôles. Déjà, d'une part, les faire avancer, et le deuxième rôle, c'est de les nourrir. Et en fait, là aussi, il y a des études qui ont montré, alors c'est assez drôle, franchement, il faut être un peu tordu pour faire des trucs côté. Mais il y a quand même des scientifiques qui se sont beaucoup amusés, qui ont pris des spermatozoïdes, puis ils les ont mis dans du lait, dans du œuf, dans différents types de substances. Certaines substances qui étaient plutôt avec du sucre, d'autres qui étaient plutôt avec des graisses, avec certains types de graisses. Ouais. Et en fait, ça a permis d'établir ce qu'aiment les spermatozoïdes en termes de nutrition. Et en fait, les spermatozoïdes, en termes de nutrition, ils aiment principalement les graisses qu'on appelle les graisses polyinsaturées et ils aiment également les antioxydants. Donc, il y a une règle absolue, c'est que aussi, si on veut avoir un liquide séminal de bonne qualité, il faut avoir beaucoup de graisses polyinsaturées, puis il faut avoir beaucoup d'antioxydants. Donc, manger... C'est quoi les graisses polyinsaturées, là? Les graisses insaturées, c'est les oméga 3, c'est les oméga 6, c'est principalement les graisses végétales. Et en fait, le problème de l'homme, quand même, sur le plan de la nutrition, c'est très carnivore. Voilà, de la part des hommes. Et carnivore. C'est que quand moi, je fais des profils alimentaires un peu chez les hommes, je leur dis, bah, vous mangez quoi? Franchement, je serre les dents parce que... C'est rare qu'ils doivent manger beaucoup de légumes. La viande rouge, vous en mangez combien
combien de fois par semaine? Tous les jours. Au moins 3-4 fois. Ah, mais la charcuterie, ça compte? J'ai dit, oui, oui, ça compte. Ah non, bah alors au moins 8-9 fois. En viande, c'est comme si le repas n'existait pas, quoi. Alors voilà, il y a quand même. Ouais. C'est pas vrai pour tous les hommes. Désolée les hommes. Hein. Mais il y a quand même une ligne directrice assez franche là-dedans. Et le problème, c'est pas que le fait d'avoir des graisses polyinsaturées, c'est une histoire d'équilibre. Les graisses saturées, c'est-à-dire les graisses animales, elles ont tendance à rendre le liquide séminal hyper épais et non nutritif. En fait, ces graisses, c'est juste mauvais, personne n'en veut, ni votre corps, ni les spermatozoïdes, ni les ovocytes, ça sert à rien en réalité, ça sert pas. Et donc du coup, les spermatozoïdes qui sont très actifs, ils vont pas manger ces graisses, ils vont manger des graisses beaucoup plus intéressantes, et donc du coup, il faut leur amener des graisses beaucoup plus intéressantes. Donc déjà, il faut faire un gros switch alimentaire sur des graisses et commencer à introduire dans l'alimentation de vos hommes des huiles végétales, à manger du poulet plutôt que de la viande rouge, du poisson plutôt que du saucisson, du saumon, ils vont être contents, des apéros plutôt que du fromage, et peut-être des fromages les moins gras possibles, et puis des fromages de meilleure qualité aussi. Mais en fait, il va falloir quand même faire une espèce de transition pour abaisser beaucoup la quantité saturée et augmenter beaucoup la quantité de graisse polyinsaturée. Ça va vraiment permettre d'avoir un liquide séminal en fait de meilleure qualité qui sera plus nutritif et puis qui sera plus fluide. Et ça, c'est un des critères majeurs en fait du spermogramme. Et après, donc, je donne les lignes générales, mais il n'y a pas que des lignes générales. Et après, l'autre critère qui est important, c'est l'apport en antioxydants. Parce que évidemment, les spermatozoïdes, ils s'oxydent, ils s'abîment naturellement parce que ce sont des cellules assez riches en graisse, comme les ovocytes, et les graisses sont très sensibles à l'oxydation. Donc les antioxydants, on les trouve principalement dans tout ce qui est coloré. En gros, si votre homme, il mange que du riz, des pâtes et du pain blanc, il y a assez peu qu'il ait des antioxydants. Donc tellement ça. À la couleur et pas au M&M's, hein, à la couleur. Non. Non, parce qu'on m'a déjà dit ça aussi en consultation. Ah, mais je vais manger des M&M's. Non, ah bah non, alors pas la couleur. Non, la couleur, c'est les épices, les herbes aromatiques. Enfin, il va falloir vraiment pousser le côté antioxydant. Donc ça, c'est vraiment les critères généraux pour améliorer un spermogramme. Et après, on a des attitudes spécifiques, mais on peut en avoir des tonnes. Parce qu'en fait, un spermogramme, il peut être altéré pour différentes raisons. Il peut être altéré, par exemple, parce qu'on a trop d'exposition aux perturbateurs endocriniens, parce qu'on a des attitudes de vie qui sont pas bonnes, notamment au niveau des toxiques. La cigarette, l'alcool, les drogues, même les drogues douces, vont clairement altérer les critères spermatiques. L'activité physique en insuffisance, mais aussi en excès. Savoir gérer un petit peu ce côté activité physique. Et puis, l'immunité, parce que par exemple, si on repère dans le spermogramme des critères d'infection, des bactéries, des agglutinats, des leucocytes, un sperme qui est beaucoup trop, par exemple, qui est beaucoup trop concentré, et là, il va falloir agir sur ces critères. Il va falloir en fait désinfecter en quelque sorte ce sperme, si possible, avec des choses naturelles. Également, toutes les problématiques qui sont liées à l'ADN spermatique, stabiliser un ADN spermatique, c'est relativement long. Et c'est relativement précis. Il faut aller utiliser souvent des molécules précises, un mode alimentaire précis. Il faut travailler sur le sommeil, il faut travailler sur le type d'activité physique. Il y a tout un contexte en fait à restaurer pour que l'ADN se stabilise et qu'on arrive à stabiliser justement les spermatozoïdes. Donc, il y a des bases générales, comme toujours. Il y a quand même des bases qui sont très spécifiques. Et je vous donnais l'exemple de parce que c'est vrai qu'encore tout à l'heure, on rencontrait un gynécologue de PMA qui nous disait que c'était un peu hurlé parce que tous les gynécos de PMA, dès qu'il y a un problème de spermogramme, donnent de la maca noire. Et en fait, ça peut être intéressant dans certaines situations, mais dans d'autres, ça n'est pas. La maca, c'est dans l'ADN, c'est pas un améliorant de la qualité spermatique. En aucun cas, ça va améliorer la typicité des spermatozoïdes. Ça augmente juste la testostérone et la quantité de spermatozoïdes. Donc, si 99% des spermatozoïdes sont normaux, on n'en a rien à cirer de donner de la maca, en fait. Et il ne faut pas travailler là-dessus. C'est pour ça que, aussi, à un moment donné, c'est important de faire les bons choix et de ne pas se perdre dans des compléments qui servent à rien. Parce que, en gros,
Alors Flavie t'a dit la spermatogenèse, c'est 2 mois et demi. Donc, si on fait 2 mois et demi de mauvais choix, ben, en fait, il va falloir 2 mois et demi pour rattraper ces mauvais choix-là. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Oui, et encore, en plus, enfin, à chaque fois, on se dit, bon, allez, si aujourd'hui je fais un effort là pendant 2 mois et demi, dans 2 mois et demi, il sera nickel. Mais j'ai envie de dire non, parce qu'en fait, enfin, il faut déjà le temps que tu mettes en place tes habitudes et que quand toutes tes habitudes sont bonnes, là, tu commences à les fabriquer bien. Donc, en fait, oui, il faut plus de temps que 2 mois et demi. Exact. Parce qu'il faut aussi le temps de mettre en place et que tout se corrige, tout se rééquilibre. Et c'est au moment où tout ça, ça va bien que là, 2 mois et demi après, c'est bon. Donc, le plus tôt possible, on fait les changements et mieux ce sera pour la suite, quoi. Oui. Et par exemple, notre zone de succès plus, vraiment au niveau des programmes, c'est entre 3 et 6 mois. C'est vraiment le temps sur lequel on a le plus de succès. On a des succès avant, mais c'est pas la grosse norme. Et on a énormément de succès entre 3 et 6 mois d'intervention. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est difficile de faire changer un homme. Et le faire changer qui sont pas efficaces, ça va poser problème parce que si il a des attitudes, il doit prendre un complément qui s'avère pas efficace et qu'après mais chérie, tu dois finalement changer, il va dire non mais non ça va, j'ai déjà fait, je refais plus. Donc autant viser juste et se dire bon et la chance qu'ont les hommes, c'est que finalement ces attitudes, ils doivent les faire sur 3-4 mois. Alors que nous, les femmes, on doit faire 3-4 mois avant la grossesse. Puis après, il faut en tout cas maintenir ces attitudes jusqu'à 12 semaines pour conserver la grossesse. Et puis idéalement, bien sûr, vous savez, on a aussi les programmes grossesse parce que ça se maintient toute la grossesse. Donc les hommes... Mais maintenant, pour bien embêter les hommes, on les a même inclus dans les programmes grossesse, en fait. Parce qu'ils doivent... parce que les hommes, c'est important qu'ils aident déjà leurs conjoints à suivre les bonnes... Et puis, les enfants sont beaucoup sur le mimétisme. Donc, même si un bébé, ça ne va pas tout aller dans le mimétisme, mais les bonnes habitudes, c'est par la répétition. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça... Mais bon, il ne faut peut-être pas leur faire peur tout de suite. Et progressif. Les habitudes, les attitudes pour les hommes sont quand même un tout petit peu plus faciles que pour les femmes. En général, et on leur demande de donner un gros coup de boost sur ces 3 à 6 mois, on va dire. Et puis après, ils peuvent se détendre un tout petit peu tout en gardant les bonnes attitudes qui sont de toute façon des bonnes attitudes pour leur santé à eux. Parce que c'est d'avoir un enfant puis pouvoir être là le plus longtemps possible avec leur enfant. Donc, tant qu'à faire. Alors, du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai vu pas mal de questions défiler, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. Flavie, donc je vais vous le faire. Donc, où est la boîte à questions? En bas, vous avez un endroit où il y a écrit commentaires et à côté, il y a les petites icônes. C'est le rond avec le point d'interrogation. Il y a la question. Donc, mettez-les ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Attends, oula. Qu'est-ce qu'on a? On a bonsoir. Est-ce possible d'avoir un suivi pour tenter d'améliorer un spermogramme sans PMA en cours? Alors, bien sûr, c'est clair. Nous, on accompagne en fait nos couples, quel que soit leur objectif. Si c'est un objectif de conception naturelle, pour moi, c'est ultra pertinent de mettre des choses en place pour améliorer tous les critères de conception naturelle. Et on a des programmes qui accompagnent la conception, des programmes qui accompagnent la PMA, mais évidemment, la conception naturelle, ça fait partie clairement de nos grandes zones d'accompagnement. On accompagne beaucoup de couples dans cet objectif. En fait, même si on est au PMA, on va améliorer de la fertilité et puis après c'est vraiment un potentialisateur, un accélérateur en fait. Et d'ailleurs, alors au passage, si vous avez justement des questions sur votre situation spécifique et savoir comment nous on peut vous accompagner, vous pouvez aussi réserver des appels d'orientation qui sont gratuits où vous allez avoir nos thérapeutes en ligne et puis qui vont pouvoir vous dire ok, dans tel critère on vous conseille tel accompagnement ou tel accompagnement et qui vont vous orienter sur l'accompagnement qui est optimal pour vous selon vos critères, selon vos objectifs et qui vont vous expliquer aussi comment ça se passe. Voilà, donc n'hésitez pas, appel d'orientation, c'est quand même vachement sympa pour pouvoir parler de votre situation et voir quelles sont les perspectives en fait. Tout à fait.
Alors, une autre question. Le curcuma est-il recommandé? Ben, pareil, ça va être comme le maca, quoi. Je pense que c'est le truc. C'est rigolo parce que c'est une question qu'on a abordée avec justement le médecin qu'on voyait juste avant qui nous disait le curcuma, j'en peux plus d'entendre parler du curcuma. Ça peut être aussi contre-productif comme tout en fait. Ouais. Tout dépend de la situation parce que le curcuma a des effets antioxydants, a des effets anti-inflammatoires. C'est un complément alimentaire qui peut être intéressant pour protéger justement les spermatozoïdes, mais c'est pas pertinent dans toutes les situations. Il fait partie des stabilisants de la vie. C'est pas le meilleur en fait. C'est pas le meilleur et c'est pas le meilleur dans toutes les indications. Pour stabiliser un ADN, on va aussi se baser sur les critères de l'homme. Est-ce qu'il a par exemple un foie qui ralentit ou pas? Est-ce qu'il a un apport en protéines suffisant? Et en fonction, on va amener des molécules qui vont avoir vraiment une action spécifique. Mais souvent, pour amener la molécule spécifique, il faut qu'on comprenne comment fonctionne l'homme. Comment fonctionne l'homme. Donc le curcuma, c'est pas toujours une bonne option, mais c'est globalement un bon antioxydant. Donc voilà, c'est pas inintéressant, mais c'est pas intéressant. Mais ça ne peut pas suffire par lui-même dans la plupart des cas. Exact. Oui. Exact. Alors, on a une question. Alors, quels sont les médicaments à prendre en cas d'oligo-asténospermie, mis à part les compléments alimentaires? Alors, c'est pareil, à chaque fois, je le redis dans chaque live, mais c'est pareil, on ne fait pas de consultation personnelle par rapport à chaque type. Enfin, ne mettez pas des questions hyper personnelles, pointilleuses et tout, parce que voilà, on peut pas répondre. Enfin, c'est plus général. Voilà. Donc, comme d'habitude, sur notre on aura une boîte à questions qui vous permettra de poser vos questions. Mais dans le cas d'une OATS, en fait, il y a pas de médicaments. Déjà, c'est ça, il n'y a pas. Dans le registre médical, il n'y a rien qui améliore un sperme aujourd'hui. Sinon, on donnerait ça à tout le monde, bien évidemment. Il y a des compléments alimentaires qui peuvent aider, mais il faut voir quels sont les critères les plus dégradés. Là, souvent, il faut avoir le spermogramme sous les yeux et puis se dire, OK, on a surtout des spermatozoïdes qui sont asténiques, qui sont fatigués, ou on a une typicité qui est vraiment complètement dégradée, ou on a une concentration qui est insuffisante. Et souvent, on va traiter les critères les plus graves. Et en fonction des critères les plus graves, on va amener la complémentation qui joue le mieux, mais aussi, il faut être dans le contexte global. Parce que, juste pour revenir à un truc, par exemple, admettons qu'on n'ait pas assez de spermatozoïdes, parce qu'on a ça dans l'OATS, on n'a pas assez de spermatozoïdes, puis on se dit, tiens, on va donner de la maca noire. Et on n'a pas considéré un truc, c'est que l'homme, il dort 4 heures par nuit, par exemple, cet homme-là dort 4 heures par nuit, et donc son taux de testostérone, il ne va jamais être élevé, en fait, il ne va jamais être normal, s'il dort que 4 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut aussi considérer les autres critères du mode de vie parce que ce ne sera pas pertinent de donner de la maca sans avoir une attitude de vie un peu plus généralisée. Pareil, un homme qui va s'épuiser avec un sport de très haute intensité, possible qu'il effonde sa testostérone, ça ne servira à rien de donner de la maca. Donc, c'est très, très, très variable. Il faut vraiment comprendre souvent le contexte, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de global. De toute façon, voilà, il y a tellement de critères qui rentrent en jeu. Oui, il n'y a pas de produit magique, quoi. Comme on le dit, mais voilà, voilà, c'est l'idée des programmes, c'est de pouvoir cerner en fait la globalité. Donc la nutrition, complémentation, mode de vie, sommeil, gestion du stress, perturbation, tout, et donc les conseils, les recommandations qui sont utiles et qui vont vraiment aider pour chaque personne, mais c'est vraiment du personnalisé. Et c'est là où vraiment on a réussite. C'est dans la personnalisation. Le reste, YouTube, on a un truc d'ailleurs sur le spermogramme, on a les conseils qu'on peut donner à tout le monde qui sont de toute façon bonnes à prendre, mais ça va pas régler. Et de nouveau, un homme qui a un diagnostic, un autre homme peut avoir le même diagnostic, mais ça peut venir de 2 choses différentes. Et en fait, pas le contexte. Si on ne prend pas tout en compte, on va donner des attitudes qui ne vont pas aller. Alors, je vois une question, on peut pour ces appels, s'il vous plaît. En fait, soit sur le site Fertiline, vous avez Fertiline Contact, appel d'orientation, sinon directement sur le Instagram aussi. Et puis on mettra de nouveau sur un lien. On mettra un lien demain on mettra une boîte et un lien. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de questions ce soir. Alors, mais je pense que c'est beaucoup de choses un peu. Alors, SVP, est-ce que le cas de l'hyperspermie est le même que l'augmentation du nombre de spermatozoïdes?
souvent, en fait, une hyperspermie, c'est souvent un phénomène aussi de compensation. Donc, il faut comprendre pourquoi il y a cette compensation. Parce que, alors, tout dépend ce qu'on appelle, parce que hyperspermie, est-ce que là, on sous-entend qu'il y a trop de spermatozoïdes ou est-ce qu'on a vraiment une quantité de sperme qui est trop importante? Et il faut voir un petit peu tous les critères, effectivement, du spermogramme. Mais souvent, c'est quand même des phénomènes de compensation. Et s'il y a une compensation, probablement, c'est que la qualité n'est pas bonne, en fait. Oui, c'est un processus qui est normal, qui est assez normal dans plein de systèmes, en fait. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose de qualitatif, on le surproduit parce qu'en fait, très peu est utilisable et donc on en surproduit pour en utiliser très peu, finalement. La nature est bien faite, ouais, dans certains cas, mais c'est contradictoire aussi, comme on disait tout à l'heure, où ça peut finalement ne pas être si bénéfique que ça, quoi. Oui. Exact. Alors, du coup, si on résume, pour répondre à la question, un spermogramme normal, le top du top, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'il soit mobile. Je vais vous donner les critères sur un spermogramme de Kruger plutôt, parce que c'est quand même des spermogrammes qui sont les plus réalisés maintenant. David, ça tend à disparaître. Alors les critères, c'est vraiment la quantité de sperme. En général, il faut que ce soit au-dessus de 1,5 millilitre sur le sperme total, donc il ne faut pas qu'il y ait moins. La quantité de spermatozoïdes par millilitre de sperme, ça devrait être au-dessus de 15 millions, voire même 20 millions. Ça, c'est le critère quand même qui est assez optimal. La vitalité, c'est-à-dire la vitalité, c'est le dynamisme d'un spermatozoïde sur lui-même, sans forcément se déplace, en gros. Elle devrait être au moins de 58%. Et puis la mobilité, donc la mobilité, c'est pas la même chose que la vitalité, on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas pareil. La mobilité, c'est la capacité à avancer, en fait, à se déplacer, à être mobile. Cette mobilité, elle doit être au-dessus de 40%. Et puis la typicité, et plus c'est haut, mieux c'est, hein, évidemment. Et puis, la typicité, elle doit être sur des critères de PMA au-dessus de 4%, mais sur des critères de fertilité naturelle, on devrait l'avoir au-dessus de 14%. Et le plus haut. Voilà, donc c'est plutôt d'un bon spermogramme. Et puis pour la classification de David, c'est la même chose, sauf que la typicité n'est pas pareil. La typicité doit être au-dessus de 30% sur des critères de PMA et quand même au-dessus de 40% sur une fertilité naturelle, en gros. Okay. Voilà, j'espère que ça a bien résumé la chose. Bon, ben, je pense qu'on a fait bien le tour. C'est vrai que c'est vraiment chouette ces lives parce que ça permet de comprendre vraiment comment ça marche et pourquoi on s'intéresse à tel ou tel facteur et pourquoi c'est important de le changer, de le modifier dans un sens ou dans l'autre. Enfin, je trouve que c'est vraiment super intéressant parce que ça motive de se dire oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça ou ça et de comprendre comment son corps marche, quoi. C'est vrai que c'est chouette. Comprendre qu'il y a toujours du potentiel d'amélioration, en fait, qu'on n'est jamais sur un statu quo, qu'il y a toujours moyen d'optimiser les critères et qu'il faut rien lâcher, il faut le faire, quoi, vraiment. Et il faut surtout pas oublier. On peut être acteur finalement de sa fertilité, c'est pas juste à attendre, c'est vraiment notre idée, c'est de vous dire, oui, la PMA, c'est génial, ça peut vous aider. Après, pas tout le monde veut aller en PMA, mais ça, malheureusement, ça marche pas toujours et on peut l'accélérer. Et puis surtout, on ne doit pas laisser les hommes. Ça, c'est super important. Déjà, ils sont. Franchement, moi, je vois de plus en plus de couples où les hommes sont contents d'être intégrés quand même dans le processus. Tout ça, cela, il faut leur faire écouter. Hein. C'est un live. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, s'il y a des hommes ce soir, ça serait bien. Si un homme, on aimerait bien avoir un petit coucou, juste pour être. Ouais, mettez-nous en commentaire un petit je suis. Mais on attend. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment super important d'intégrer les hommes parce que sinon on loupe un critère énorme dans l'équation de la réussite d'une PMA, quoi. Merci beaucoup les filles. Je remets tout ça en replay et puis de toute façon c'est aussi sur votre chaîne YouTube à chaque fois. C'est ça. Donc parfait. Boîte à questions demain et puis je vous souhaite une belle soirée et à un prochain live. Merci. Belle soirée à vous aussi. Allez, bonsoir tout le monde. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, nous laisser vos commentaires. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.